Une créature noire gigantesque, au corps voûté, aux membres longs à en devenir absurdes, qui a tenté de frapper les véhicules passant trop près. Moi et 2 amis devions faire la route de Laredo, au Texas, jusqu'à Bâton Rouge, en Louisiane, une nuit, à bord de mon van Ford. Il était environ 2 heures du matin. Juste après Laredo, il y a une portion d'autoroute particulièrement longue, sombre et isolée, pas une lumière, pas une ville, pas une seule bâtisse pendant près de 80 km. J'étais sur la voie de droite et je m'apprêtais à dépasser un long camion. Je me suis donc déporté sur la voie de gauche pour le doubler. Alors que je le dépassais lentement, j'ai aperçu, du coin de l'œil, un mouvement soudain, le camion se déportait violemment vers l'accotement droit. En regardant mieux, j'ai compris pourquoi. Il essayait d'éviter une personne en blanc, entièrement habillée de blanc, le visage blanc, les bras croisés sur la poitrine, les yeux fermés, qui traversait lentement l'autoroute. Elle ne courait pas, elle ne regardait pas, elle avançait calmement, comme dans un autre monde. J'ai braqué à gauche d'un coup sec et on l'a évité de justesse, au point que mon rétroviseur passager est passé à quelques centimètres de son visage. Je revois encore les yeux fermés de cette silhouette fantomatique. C'est comme si le temps s'était figé un instant. Je n'ai jamais su qui c'était, ni pourquoi cette personne était là, mais rien que d'y repenser, j'en ai encore des frissons. Le plus flippant. En conduisant sur LI-30 à travers le Texas et l'Arkansas, j'avais souvent l'impression de voir des visages ou des animaux surgir des buissons sur le bas-côté. Mais dès que je regardais un peu plus longtemps, il n'y avait rien. La route venait d'être refaite, il n'y avait quasiment pas de circulation. J'étais épuisé, il faisait nuit noire. Probablement un bon vieux cas d'hypnose au volant. Le paranormal. Quand je suis passé à un poste de conduite locale, mon itinéraire passait près d'une base aérienne de réserve dans l'Indiana. Donc avions et hélicos, j'en voyais souvent. Une nuit, vers 2 heures du matin, j'étais en route pour aller chercher un autre chargement quand j'ai vu une lumière verte très vive apparaître dans un coin de mon pare-brise. Elle était bien trop basse pour un avion. Elle avançait lentement, puis a brusquement changé de direction et je l'ai perdue de vue derrière des arbres. Du pur délire de « j'ai vu un ovni », mais je pense quand même que c'était probablement juste un hélico ou un jet que j'ai vu sous un angle étrange, juste après le décollage. Les pilotes militaires ont déjà franchi le mur du son au-dessus de la ville, le fameux bang supersonique, donc un jet qui vole bizarrement, c'est pas complètement improbable. Totalement cinglé. En hiver, je roulais vers le sud sur LI-75 dans l'Ohio quand j'ai vu une petite voiture de type Chevrolet Cobalt s'engager sur la bretelle d'accès pour aller vers le nord. Elle a complètement perdu le contrôle, a glissé sur le côté, et tombé d'au moins 2 mètres de haut depuis la rampe pour atterrir sur l'accotement de l'autoroute. Elle a touché le sol sur ses 4 roues, a fait un 360 complet, et a continué à s'insérer dans la circulation comme si de rien n'était. J'en revenais pas. La radio CB est devenue complètement dingue pendant 5 bonnes minutes. Genre, putain mais qui d'autre vient de voir ça bordel ? Mon père a pas mal d'histoires à raconter de ses années à transporter du bois en Idaho et à conduire des camions à travers l'Utah et le Nevada. Ma préférée n'est pas liée à son travail, mais plutôt à un trajet qu'il a fait avec son pick-up, en traversant l'Utah. Il roulait dans le désert, par une nuit sans lune, quand une lumière est apparue et s'est mise à avancer à la même vitesse que lui, comme si elle le suivait. Elle est restée à sa hauteur pendant environ 1 minute, puis a soudainement disparu, et à ce moment précis, son pick-up s'est éteint tout seul. Il a réussi à redémarrer, a roulé jusqu'au prochain dîner et s'est arrêté. Les gens à l'intérieur lui ont dit que ce genre de phénomène arrivait souvent dans le coin. Mais l'histoire la plus flippante, c'est celle qui s'est passée en Idaho, en hiver, alors qu'il descendait d'une montagne près de la région de Coeur d'Alene, en pleine nuit sous la neige. Il mettait les chaînes sur ses pneus avant d'attaquer une longue descente, quand tout à coup, il a senti tous les poils de son corps se dresser. Il avait la sensation oppressante d'être observé. Pendant la descente, en enchaînant les virages en épingle, il a vu une silhouette massive debout sur un talus d'environ 6 mètres de haut.
En s'approchant, il a vu la créature sauter d'un seul bond jusqu'au bas du talus, et ses épaules arriver à la hauteur de la cabine du camion. Puis, dans un second bond, elle a disparu de l'autre côté. Sur le moment, il a cru que c'était un Bigfoot. Aujourd'hui, il dit que c'était peut-être un démon, quelque chose qui voulait le faire sortir de la route. Il ne s'est pas arrêté pour enlever les chaînes avant d'être très, très loin de cette montagne. C'est l'histoire de mon père. Il n'était pas chauffeur routier longue distance, mais plutôt un pompiste de 18 ans à la fin des années 70. Et sans un certain chauffeur routier, je ne serais probablement même pas là aujourd'hui. La station-service où il travaillait était ouverte 24 heures sur 24, et il était seul à faire le service de nuit, de 23 heures à 7 heures du matin si je ne me trompe pas. Une nuit, un type entrait mais immédiatement mon père mal à l'aise. Il avait l'air louche. Il portait une veste et un pantalon très serré, et on pouvait deviner qu'il cachait quelque chose sous sa veste. C'était l'été, il faisait chaud, alors pourquoi porter une veste? Plus tard, on a appris qu'il était sous l'emprise de drogue. Beaucoup de routiers fréquentaient cette station parce que c'était la seule ouverte toute la nuit sur une longue portion d'autoroute. Il y avait aussi un grand parking où les chauffeurs pouvaient s'arrêter pour dormir ou faire une pause. Cette nuit-là, à ce moment précis, il n'y avait que mon père, le type louche et un routier qu'il connaissait un peu. Le genre de client régulier avec qui on échange quelques mots à chaque passage. Mon père lui a demandé s'il pouvait rester un peu dans la boutique jusqu'à ce que l'autre s'en aille. Le type louche a traîné dans les rayons pendant plusieurs minutes à faire semblant de regarder les produits, tout en jetant des coups d'œil vers mon père derrière le comptoir. Puis, visiblement agacé, il est sorti, a démarré sa voiture bleue en trombe et a disparu. Le routier sympa est resté encore un moment avec mon père, jusqu'à ce que 2 autres clients entrent pour manger un sandwich dans les cabines prévues à cet effet. Il faut préciser qu'on parle ici d'un coin très reculé du sud-est rural des États-Unis, dans les années 70. À l'époque, les seuls moyens de communication étaient la CB et le téléphone fixe. Mon père n'avait qu'un téléphone dans la boutique. Il n'avait pas d'arme ni aucun moyen de se défendre. Quelques heures passent, mon père commence à se détendre et à oublier cette histoire, quand tout à coup un type débarque à toute allure en voiture sur le parking. Il saute hors du véhicule et entre en courant dans la boutique en criant qu'il a besoin d'un téléphone. Il n'avait pas de CB et n'avait pas vu de téléphone dans l'autre station. Il ne connaissait pas bien le coin, et la boutique de mon père était le premier endroit qu'il avait trouvé. Il appelle le 911 pour signaler qu'il vient de découvrir un pompiste abattu dans une station-service, à environ 60 km de là, la plus proche de celle de mon père. Il n'y avait personne d'autre sur place, mais juste avant d'arriver, il avait vu une voiture bleue quitter les lieux à toute vitesse. Finalement, les autorités ont retrouvé le conducteur de la voiture bleue. Mon père a pu confirmer que c'était bien le type louche de plus tôt dans la nuit. Il a été inculpé pour meurtre et vol à main armée. Et à ce routier qui a accepté de rester un moment avec mon père cette nuit-là, merci. J'espère que tu vas bien, où que tu sois. Petite précision, apparemment, le gars en voiture bleue était déjà connu des services de police. Il était soit recherché, soit en liberté conditionnelle. Bref, c'était déjà un cas bien connu du système. Je suis chauffeur routier au Royaume-Uni. Une nuit, alors que je traversais une région rurale en Écosse, je roulais sur une petite route de campagne quand, tout à coup, j'ai vu des lumières clignoter à travers les arbres. Des lumières de toutes les couleurs, qui projetaient des ombres étranges et franchement flippantes sur la route. Je ne crois pas aux extraterrestres ni à ce genre de trucs, mais je t'avoue que ma première pensée, c'était des ovnis. J'ai appuyé sur l'accélérateur et je me suis tiré de là aussi vite que possible. Le lendemain, j'ai appris que c'était une rave en plein champ. Mais sur le moment, j'ai bien cru que c'était la fin. J'avais 23 ans. Mon mari, tout juste épousé, et moi avions décidé de faire du transport en équipe après la fac, histoire de vivre une aventure au lieu de plonger directement dans un boulot classique de 9h à 17h. Un matin, vers 4h,
je roulais en Arizona sur une longue portion d'autoroute complètement déserte quand un type est arrivé à ma hauteur et a commencé à agiter sa CB en ma direction. Je ne laissais jamais la mienne allumée, et écouter les bavardages en boucle des routiers me tapait sur les nerfs. Je l'ai allumé quand même, et le gars m'a dit que j'avais un pneu éclaté. Je l'ai remercié, en me disant que j'allais m'arrêter au prochain truck stop pour vérifier. Mais il a continué à insister, encore et encore, pendant près de 60 km, pour que je m'arrête sur le bas-côté et que je vérifie tout de suite. Finalement, j'ai atteint la prochaine ville et me suis arrêté à un relais routier Pilot. J'ai fait le tour du camion, aucun pneu éclaté, rien d'anormal. Je n'ai aucune idée de ce que ce gars aurait pu me faire si j'avais cédé et arrêté mon camion dans le noir au milieu de nulle part. Mais je suis tellement soulagé d'avoir écouté mon instinct. Mon père nous a raconté cette histoire, à mes frères et moi, quand on était enfant, et elle m'est toujours restée en tête. Surtout lors de longs trajets, quand la fatigue commence à se faire sentir. La première fois que je m'en souviens, c'était après lui avoir demandé si les anges existaient. J'avais peut-être 7 ou 8 ans. Il conduisait des camions, bien avant ma naissance, à une époque où les lois sur les temps de conduite et de repos étaient beaucoup moins strictes qu'aujourd'hui. J'imagine que c'est plus encadré maintenant. Il acceptait souvent des trajets de dernière minute qui prolongeaient ses journées, au point de rouler pendant 24, 36 heures ou plus, avec pour seule pause une halte rapide aux toilettes ou dans un fast-food. Mon père a un esprit très logique, presque mathématique. C'est le genre de personne qui invente des énigmes ou des casse-têtes à partir de n'importe quoi, juste pour s'amuser. Quand on roulait ensemble en ville, il me lançait souvent des questions du genre: si on va à 50 km/h et qu'on doit s'arrêter 5 minutes au milieu du trajet parce qu'une famille de chatons traverse la route, combien de temps met-on pour arriver au magasin? Ce genre de truc. Quand il conduisait seul, il faisait pareil dans sa tête, en s'appuyant sur des données du trajet, l'odomètre, les bornes kilométriques, l'heure. Il construisait des équations pour tester sa vitesse, se concentrer, rester éveillé. Un soir, après une journée de route particulièrement longue, il sentait ses paupières devenir lourdes. Et même ouvrir la fenêtre ou mettre la musique à fond ne servait plus à grand-chose. Il pleuvait, la route de montagne était sinueuse et il n'y avait pas d'accotement pour s'arrêter. Alors il a commencé à faire ses petits jeux de logique à voix haute pour rester concentré. Il disait un truc du genre: je viens de passer la borne 146, alors à quelle heure vais-je atteindre la 200 si je roule à 90 km/h? Puis il a fermé les yeux une seconde, a pris une grande inspiration, et sa tête a fait ce mouvement de sursaut quand on s'endort brièvement. Ça l'a réveillé en sursaut, et en ouvrant les yeux, il roulait droit vers la borne 158. Il était à quelques secondes de foncer dans un ravin au détour d'un virage. Il a pu redresser le camion juste à temps, mais c'était vraiment une question de secondes entre la vie et la mort. Aujourd'hui encore, il est persuadé qu'il a dormi pendant près de 20 km, sur une route de montagne sinueuse, à plus de 100 km/h, et qu'il s'est réveillé à l'instant exact où il était sur le point de mourir. Quand il raconte cette histoire, il finit souvent les larmes aux yeux en disant: « Je ne sais pas si les anges existent. Mais je sais qu'il y a quelque chose de plus grand que nous dans cet univers, quelque chose que notre cerveau humain n'est pas encore capable de comprendre. Si je ne m'étais pas réveillé à cet instant précis, vous ne seriez pas là aujourd'hui. » Et ça, pour moi, ça ressemble quand même beaucoup à du spirituel. Mon père m'a raconté cette histoire plusieurs fois, et à chaque fois elle me fout un peu les jetons. Ce n'était pas un routier, mais quand il était dans l'armée, lui et un pote sont sortis un soir pour aller chercher à manger. Environ à mi-chemin, alors qu'ils roulaient sur une route sombre, ils ont remarqué une femme en robe rouge, aux cheveux noirs, qui marchait seule au bord de la route. Ils ont trouvé ça étrange, déjà parce que l'endroit n'était pas du tout sûr, et puis il ne faisait pas très chaud non plus. Mon père m'a dit que, dans ses tripes, il savait qu'il ne fallait surtout pas s'arrêter. Alors ils ont ralenti un peu, juste pour voir si elle avait besoin d'aide. Mais au moment où ils sont passés à sa hauteur, ils ont vu quelque chose qu'ils n'oublieront jamais. Ils jurent tous les deux que la femme n'avait pas de visage. À la place, c'était comme un trou noir,
comme si elle avait eu un accident et que tout son visage avait été arraché. Ils ont été pris de panique. Mon père a mis le pied au plancher et ils ne se sont arrêtés que bien plus loin, pour manger. Une fois à table, ils ont tous les deux confirmé qu'ils avaient vu exactement la même chose. Plus tard, ils ont appris qu'une femme avait été tuée dans un accident sur cette route, plus tôt cette année-là. Et en discutant de ce qu'ils avaient vu, un inconnu leur a dit que les apparitions de cette femme étaient en réalité assez fréquentes dans le coin. Je ne suis pas du genre à croire aux histoires paranormales, mais celle-là me laisse toujours un drôle de frisson. J'étais dans la région entre la Virginie et le Maryland, avec pas mal de déplacements pro, de Baltimore Centre jusqu'à Virginia Beach, en passant par plein d'autres coins. Le vendredi, le boulot se termine, je pars pour un week-end avec des potes dans différents endroits de Virginie. Le genre de week-end classique où on se laisse embarquer un peu partout. Dimanche soir, il se fait tard et je me dis qu'il faut que je reprenne la route, sinon je ne serai jamais rentré à temps pour attaquer le boulot lundi. Heureusement, je commençais en début d'après-midi. J'étais parfaitement sobre, bien reposé, je ne touche pas à la drogue, je n'avais pas bu. Vers 3 heures du matin, je suis sur l'autoroute, quelque part entre Roanoke et Washington DC, en plein milieu de nulle part. Il n'y a strictement personne autour. Je roule tranquille sur la voie de gauche, parce qu'il n'y a pas une seule voiture. Pas de phare depuis une bonne heure, aucun feu arrière en vue, pas de lampadaire non plus. Il fait noir, un peu humide, un peu de brouillard. La musique à fond, je suis de bonne humeur, tout va bien. Et là, par pur hasard, je tourne la tête vers la gauche, et je vois un putain de chien qui m'aboie dessus. Un berger allemand, assis sur le siège passager d'une voiture. L'intérieur est éclairé par une lueur bleutée provenant des instruments de bord. Le chien a la gueule collée à la vitre, et il aboie comme un dingue. Je le vois super bien, vraiment. Mon cerveau met une seconde à capter ce que je regarde. Et là, ça fait tilt, mais t'es con, c'est une voiture de flic. Je suis à plus de 145 km/h sur une portion limitée à 120. Je me dis direct, merde, je freine sec mais prudemment, prêt à me ranger sur le côté. Je mets même mon clignotant pour changer de voie et me rabattre à droite quand je réalise qu'il n'y a pas de bande d'arrêt d'urgence à gauche. Je retourne la tête pour regarder à gauche, là où il n'y a aucun espace possible pour une autre voiture, et il n'y a plus rien. Plus de chiens. Plus de voitures. Rien du tout. Je pile au milieu de l'autoroute, j'allume tous mes phares, mes feux supplémentaires, même mon projecteur à main pour inspecter autour. Il n'y a absolument rien. Pas de phare, pas de feux arrière, pas de bruit de moteur. Aucun signe de véhicule. Le sol est humide, je regarde autour, aucune trace de pneus en dehors des miennes. Et je vois super loin dans les deux directions. Il n'y a personne. Mon véhicule a une excellente visibilité et plein d'éclairage supplémentaire, SUV tout-terrain bien équipé. Il n'y a aucune chance que quelqu'un ait pu disparaître comme ça, ni rouler aussi vite sur un terrain glissant, en pente, avec de l'herbe et des cailloux. Un bon pote à moi m'a raconté cette histoire il y a des années. C'est le stéréotype parfait du vieux routier costaud, balèze, le genre que rien ne fait broncher. J'ai vu des trucs bien étranges avec lui en roulant dans le sud du Texas, près de la frontière, et il n'a jamais levé un sourcil. Mais en me racontant cette histoire-là, il avait la chair de poule et un regard inquiet. Et venant de lui, c'est l'équivalent d'une lèvre qui tremble ou d'un pantalon souillé. Je vais vous la raconter à la première personne, comme il me l'a dite. Fin des années 90. Je quittais la maison, dans le centre du Texas, pour aller jusqu'à Laredo chercher un chargement. Il devait être 4 ou 5 heures du matin. J'avais passé plusieurs jours à la maison, bien reposé, donc je sais que je n'étais pas fatigué. Je roulais sur une de ces routes à 2 voies, sinueuses, paumée au milieu de nulle part. C'est là que j'aperçois quelque chose sur le bord de la route, à la limite de la portée de mes phares. Au début je pense que c'est un animal écrasé, comme d'habitude. Mais en m'approchant, je vois que oui, c'est bien une carcasse de cerf, et qu'il y a quelqu'un accroupi dessus.
Je me dis d'abord que c'est peut-être un type qui veut récupérer les bois du cerf comme trophée, ou alors qu'il est vraiment tordu. En me rapprochant encore, je vois clairement qu'il est en train de bouffer le cerf. Il arrache des morceaux de viande dans le ventre et les porte à sa bouche. Là, il s'arrête net et lève la tête vers moi. Pas vers le camion. Vers moi. Il se redresse, et là, je vois que ce truc est énorme. Marron, recouvert de poils. Et je me dis tout de suite, putain de merde. Il est debout sur la toute petite bande d'arrêt d'urgence, il me fixe. En 3 secondes, j'arrive à sa hauteur. J'ai même pas pensé à m'arrêter. Au contraire, j'ai appuyé sur l'accélérateur pour me barrer aussi vite que possible. Pendant que je le dépasse, il continue à me regarder. Encore une fois, pas le camion, moi. À travers le pare-brise conducteur. Il savait exactement où j'étais. Il avait l'intelligence pour ça. Et pendant que je passais à côté, je pouvais encore voir sa tête dépasser du capot d'un vieux Peterbilt Needle Nose. Un vieux modèle avec le long capot plaqué par tout droit du pare-brise, déjà très haut de base. Ce truc-là était immense. Mais ce qui m'a foutu le plus la trouille, c'est le regard. Il avait une lueur d'intelligence, un truc presque humain dans les yeux. Et ça m'a glacé le sang. J'étais dans une zone rurale du Maine, à la recherche d'une scierie, juste avant le coucher du soleil. Il m'avait fallu des heures pour y arriver, parce que le Maine est rempli de petites routes étroites, sinueuses, qui semblent vouloir passer devant chaque maison, dans chaque village, entre la route US1 et la frontière canadienne. J'arrive enfin à la scierie, juste au moment où le dernier gars s'en va. Je lui demande où je peux me garer et je lui dis qu'on se verra le lendemain matin. Je gare mon camion sur un grand parking en gravier, entouré de forêts denses de tous les côtés. Aucun éclairage artificiel, mis à part les phares de mon camion et ma lampe torche. Une fois installé, je sors une chaise pliante et je m'assois pour profiter de l'air doux du soir. Le ciel étoilé était absolument magnifique, un vrai plaisir de voir ça sans aucune pollution lumineuse. Un moment rare. Et puis, comme si on avait appuyé sur un interrupteur, j'entends d'un coup ce qui devait être une 50aine de coyotes, à peine à une 20aine de mètres, qui se mettent à hurler comme des fous. Je me suis levé direct, j'ai refermé la porte du camion en vitesse et je ne l'ai plus ouverte avant le lever du soleil. Et puis, il y a ce coin qui m'a toujours mis mal à l'aise, la ville de West Salem, dans le Wisconsin. Je ne saurais pas l'expliquer clairement. C'est comme si c'était vide, mais plein de monde en même temps. Rien de concret, juste une sensation que quelque chose ne tourne pas rond dans cette ville. J'ai traversé les États-Unis un nombre incalculable de fois dans ma carrière, je gérais les tournées d'un groupe composé de 4 musiciens et 2 techniciens, donc on était 7 au total. On voyageait souvent dans un van sprinté blanc avec une remorque U-Haul accrochée derrière. Si tu connais un peu U-Haul, tu sais qu'ils mettent souvent des illustrations sur les côtés, le nom d'un État et un élément emblématique de cet État peint dessus. Ce soir-là, on se trouvait à environ 1 heure de Roswell, au Nouveau-Mexique. Il devait être 2 heures du matin. C'était en été, on venait de jouer à la foire de l'État du Nouveau-Mexique. Et autour de nous, dans toutes les directions, il faisait noir total, pas de ville, pas d'air de repos, pas de lampadaire, rien. Aucun autre véhicule. On n'avait même plus de réseau, tous nos téléphones affichaient aucun service exactement en même temps. On roulait sur une petite route à 2 voies, la seule lumière venait de nos phares. On n'avait pas croisé une seule voiture depuis un long moment. Puis, tout à coup, on aperçoit une lumière à l'horizon, droit devant. On continue à rouler normalement, en supposant tout naturellement que c'est une voiture qui arrive en sens inverse. Mais quand elle nous croise, c'est un van sprinté blanc avec une remorque U-Haul, exactement comme le nôtre. Même illustration d'état peinte sur le côté. Même modèle de van. Même remorque. Même pneu. Tout pareil. Et juste après qu'on l'ait dépassé, il a disparu. Plus rien. Un silence pesant s'est installé,
jusqu'à ce qu'on dise tous plus ou moins en même temps, d'une voix hésitante. Attends, il avait la même remorque, non? C'était exactement notre van? C'est quoi les chances que quelque chose se produise? On n'a jamais oublié ce moment. On n'a rien pu faire d'autre que de reconnaître, très mal à l'aise, qu'on avait tous vu la même chose. Et que non, on n'était pas en train de devenir fou. Le chien noir est une sorte de présage bien connu parmi les routiers. Beaucoup disent l'avoir vu au beau milieu de la nuit, quand la fatigue commence à prendre le dessus. Il apparaîtrait comme un avertissement, juste avant un accident fatal. Dans de nombreuses histoires, les chauffeurs racontent avoir aperçu le chien, ce qui les aurait tirés brusquement de leur torpeur grâce à une poussée soudaine d'adrénaline. Mais il existe aussi des témoignages bien plus sombres, où certains auraient tenté de l'éviter en pleine route, provoquant un crash. Il y a quelques mois, j'ai eu une longue nuit de route après un concert. Je devais traverser l'État pour rentrer chez moi. Environ 1 heure après être parti, j'ai commencé à sentir mes paupières s'alourdir, malgré le café que je buvais. En passant sous un pont, j'ai cru voir une forme noire filer dans un coin de ma vision. Un simple éclair. J'ai d'abord pensé à une ombre ou un effet de fatigue, rien de plus. Mais un peu plus tard, ça s'est reproduit. Cette fois-ci, c'était sur le bas-côté gauche, juste dans le champ de mes phares. J'avais déjà lu des récits à propos du chien noir. Je savais ce que ça voulait dire. Je n'ai pas attendu plus longtemps, j'ai quitté l'autoroute au plus vite pour laisser le temps à la caféine de faire effet, et éviter de devenir une histoire de plus à son sujet. Ma mère, ma sœur et moi étions en route pour un de mes matchs de baseball, pendant ma première année de lycée. On était dans le nord de l'État de New York, et même au printemps, il faisait parfois bien froid. La route principale qu'on prenait faisait environ 55 km, et elle traversait uniquement des champs de maïs et des lignes d'arbres à perte de vue. À un moment, on a traversé une portion complètement envahie par le brouillard, sans aucune explication. Ma mère a ralenti, roulant prudemment. Quand on est enfin sorti de cette brume, on a tous tourné la tête à gauche, un peu machinalement, pour voir où on était. Et là, à une 50aine de mètres de la route, on a vu un homme et une femme, habillés comme pour un mariage, mais avec des vêtements qui semblaient venir d'il y a au moins 100 ans. L'homme portait un grand chapeau haut de forme, et la femme une robe blanche ancienne, au tissu lourd et vieilli. Ils se tenaient par la main, de dos, et marchaient lentement vers la lisière des bois. On a continué à rouler en silence total. Pas un mot dans la voiture, jusqu'à ce que ma mère lâcha. C'était quoi ce bordel? Encore aujourd'hui, quand on en reparle tous les trois, on a toujours des frissons. Pas une fois on a trouvé d'explication à ce qu'on a vu ce jour-là. Je bosse pour une entreprise spécialisée dans l'éclairage off-road haut de gamme, donc je passe beaucoup de nuits dans le désert, souvent avec des équipes de courses de Trophy Truck ou d'Ultra 4. L'année dernière, je rentrais du King of the Hammers, il était environ 4h30 du matin, et je roulais sur une route d'État à travers le désert du sud du Nouveau-Mexique. Si tu n'as jamais conduit là-bas, imagine-toi au milieu de nulle part, sur une route droite, sans fin, une seule voie dans chaque direction, traversant des centaines de kilomètres de désert vide. J'étais bien réveillé, concentré, même s'il était super tard, et je roulais seul depuis des heures. Aucun autre véhicule, pas un bruit, rien. Quand soudain, sans le moindre avertissement, une lumière d'une intensité délirante est apparue, littéralement collée à l'arrière de mon pick-up. Une lumière blanche, éblouissante, tellement forte qu'elle a illuminé tout l'intérieur de la cabine comme en plein jour. Ma première pensée, c'était qu'une équipe de course m'avait rattrapé en douce et allumé ses barres LED pour me faire une blague. Ça m'est déjà arrivé, je conduis un camion très reconnaissable, entièrement floqué avec notre logo. Sauf que là, c'était différent. La lumière est restée parfaitement calée derrière moi pendant 30 bonnes secondes. Elle ne dépassait pas, ne reculait pas. Même quand je faisais des écarts, ou que je roulais un peu sur l'accotement pour voir si elle allait doubler, elle restait là. Comme si elle était fixée à l'arrière de mon camion. Au bout d'un moment, j'en ai eu marre.
j'ai allumé mes feux arrière ultra puissants, histoire de leur renvoyer un peu l'appareil. Et là, instantanément, la lumière a disparu. Plus rien. Mais vraiment rien. Mes feux arrière se sont allumés pile au moment où l'autre lumière s'est éteinte, et j'ai une visibilité énorme avec eux. Il n'y avait pas un véhicule, pas une trace de mouvement, rien dans le ciel non plus. Juste le désert, plat, vide à perte de vue. Et aucune chance qu'un véhicule ait pu se cacher ou faire demi-tour discrètement, j'aurais vu ou entendu quelque chose. J'ai flippé, je vais pas mentir. Pourtant je suis pas du genre à avoir facilement peur, surtout pas dans le désert, c'est mon quotidien. Mais là, j'ai fini par me ranger, j'ai pris mon couteau et ma lampe, et j'ai inspecté les environs. J'ai aussi sorti quelques-uns de mes projecteurs portables de démo, je bosse dans la lumière, donc j'en ai toujours sous la main, et j'ai scruté tout autour de moi. Rien. Absolument rien. Mais il y a un détail que je n'ai jamais pu m'expliquer, l'arrière de mon camion était brûlant. Pas tiède. Pas chauffé par la route. Brûlant au point que le métal du haillon et des flancs était presque désagréable au toucher. Depuis, je n'ai jamais trouvé d'explication claire. La seule hypothèse un peu rationnelle que j'ai envisagée, c'est le feu de Saint-Elme ou peut-être du ball lightning, cette espèce de phénomène électrique rare qui peut apparaître et se coller à des objets métalliques. J'ai lu que c'est attiré par le métal. Peut-être que j'en ai croisé un sans le savoir. Mais franchement, même ça ne colle pas totalement. Et jusqu'à aujourd'hui, j'y pense encore. Je traversais le Nevada lors d'un long road trip. Il devait être 3 heures du matin, et le soleil commençait à peine à poindre à l'horizon. Ma sœur dormait sur le siège passager, mes parents dormaient à l'arrière, donc j'étais seul éveillé, sur une ligne droite interminable au milieu du désert. J'étais épuisé, et l'ennui s'installait doucement, avec ce paysage qui ne changeait jamais. Et puis, tout à coup, juste devant moi, haut dans le ciel pâle, une lumière verte a flashé. Une météorite verte a traversé l'horizon d'un seul trait, a brillé une seconde fois, puis a disparu. Sur le moment, j'ai cru que c'était un ovni ou un truc du genre. Mais plus tard, j'ai lu que certaines météorites peuvent brûler en verre quand elles contiennent du cuivre. Depuis, je repense souvent à ce moment avec une certaine tendresse. Ma famille dormait, il n'y avait personne à des kilomètres à la ronde. J'aime bien me dire que cette météorite, elle était juste pour moi. Quand j'étais enfant, j'ai grandi dans la cabine du camion de mon père. Il était père célibataire, et j'étais souvent sur la route avec lui. De temps en temps, quand il passait près de chez ma grand-mère, il me déposait là-bas pour une semaine ou deux. Je suis sûr que c'était pour s'offrir un peu de répit, ce n'est pas facile de gérer un petit garçon dans un espace aussi étroit, jour et nuit. Je me souviens d'une fois où on approchait de la maison de ma grand-mère, et je pleurais à chaudes larmes parce que je ne voulais pas qu'il me laisse. J'aimais beaucoup ma grand-mère, vraiment, mais j'étais profondément attaché à mon père. De l'angoisse de séparation, sans doute. Merci, maman. Pendant que je sanglotais, j'ai commencé à reconnaître les lieux, je savais qu'on approchait. C'est là que j'ai décidé que la prochaine chanson à la radio serait la chanson de papa. Comme ça, chaque fois que je l'entendrai, je penserai à lui. C'est alors qu'une musique d'Elton John a commencé à jouer. Cette chanson au ton joyeux est donc devenue celle qui, pour moi, représentait mon père. C'était au début des années 80. Et pendant plus de 20 ans, je ne me souviens pas l'avoir entendu une seule fois. Il y a 3 ans, je roulais pour aller voir mon père à l'hôpital. Je me suis arrêté dans une station de camionneurs pour faire le plein et prendre quelque chose à grignoter. Et là, dans les haut-parleurs de la station, qu'est-ce que j'entends? Exactement la même musique. J'ai eu un mauvais pressentiment. Un nœud dans le ventre. Est-ce que c'était un bon signe ou un mauvais? Je ne suis pas superstitieux, alors j'ai essayé de ne pas trop y penser, de me dire que c'était juste une coïncidence. Une chanson qui passait, au hasard. Le 11 avril, ça fera 3 ans que je l'ai perdu. C'était sûrement un hasard, non?
Juste une coïncidence que cette chanson passe, pile à ce moment-là, alors que j'allais le voir pour la dernière fois. Je ne suis pas superstitieux, ni vraiment religieux. Mais bon sang, j'aimerais bien pouvoir revoir le vieux un jour. C'est une histoire qui m'est arrivée l'autre jour, sur une route de campagne paumée dans le Tennessee. Il faisait nuit noire, pas un lampadaire, rien autour à part des champs, des collines, et moi. Je n'ai vu aucune maison à l'horizon. J'étais crevé, normal, vu que la veille, j'avais pris un vol depuis l'État de Washington jusqu'à Atlanta. Et là, je faisais la route d'Atlanta jusqu'au nord de l'Indiana. À un moment, complètement sorti de nulle part, je vois un chien dans l'herbe au bord de la route. Rien de bien inhabituel jusque-là. Mais ce qui m'a mis super mal à l'aise, c'est que ses yeux ne brillaient pas dans la lumière de mes phares. Et ça, je sais pas, ça m'a fichu un drôle de frisson. La seconde d'après, le chien fonce droit sur les roues de ma remorque en grognant et en aboyant. Heureusement, je ne l'ai pas percuté. J'ai regardé dans mon rétro, plus rien. Disparu. Et aussi horrible que ça puisse paraître, même si je l'avais écrasé, je pense que je ne me serais pas arrêté. J'étais dans plein milieu de nulle part, sans aucun réseau sur mon téléphone. J'ai déjà entendu des histoires où des gens utilisent toutes sortes de méthodes pour forcer les conducteurs à s'arrêter dans des coins isolés, juste pour les braquer, les blesser, ou pire. Il était minuit passé. Et moi, j'allais pas prendre ce risque. C'est peut-être pas une histoire de fantôme, mais ça m'a foutu une sacrée trouille quand même. Je roulais vers l'ouest sur l'I 76, ici à Denver, tranquille à environ 110 km/h. Et là, sorti de nulle part, je vois arriver droit sur moi un énorme nuage, presque compact, qui ressemblait à un mur de poussière. Il devait bien faire 6 mètres de large sur 3 de haut. Je regarde devant, rien en vue, aucun véhicule qui aurait pu soulever un truc pareil. Impossible d'esquiver. Alors je ralentis un peu, je serre les dents, et je me prépare à l'impact, en espérant qu'il n'y ait rien de trop gros là-dedans qui puisse exploser mon pare-brise ou ruiner mon camion. Je suis propriétaire-opérateur. Dès que je rentre dedans, c'est bruyant, viol, mais je capte tout de suite que ce n'est pas de la terre. Je fonce direct sur les lave-glaces parce que je vois plus rien du tout, le pare-brise est littéralement repeint avec des restes gluants. En fait, c'était pas un nuage de poussière. C'était un essaim d'abeilles. Et pas des petites. Des grosses. Des putains de grosses abeilles qui faisaient le bruit de cailloux en frappant la carrosserie. Je te laisse imaginer ce que ça aurait été si j'étais tombé dessus à pied. Ce genre de truc, ça déglingue n'importe quoi sur son passage. Un ami de mon cousin était chauffeur routier longue distance. Un jour, il faisait une livraison à travers le pays et empruntait un vieux chemin de terre, paumé au milieu de nulle part. Une route à peine utilisée, dans un coin rural. Elle était en mauvais état, donc il roulait lentement, prudemment. C'est là qu'il voit un autre camion approcher doucement en sens inverse. Et ce camion, c'était le même que le sien. Ce n'est pas si rare que ça, alors il n'y a pas vraiment prêté attention. Mais quand l'autre camion s'est rapproché, il a klaxonné, un petit signe amical pour saluer le fait qu'il conduisait le même modèle. L'autre camion a répondu par un coup de klaxon aussi. Tout allait bien. Jusqu'à ce qu'ils doivent se croiser, lentement, presque au ralenti, à cause de la route étroite. Et là, il a tourné la tête pour regarder le conducteur. Et ce qu'il a vu, c'était lui-même. Pas un sosie, pas une ressemblance, lui, en tout point identique. Même visage, même casquette, même barbe rousse, même vêtements. Et son double le fixait en silence, sans un mot. Ils se sont croisés. C'est tout. Pas d'accident, pas de bruit, pas de retour en arrière. Il m'a dit qu'il avait vu beaucoup de choses bizarres sur la route. Mais ce jour-là, c'était différent. C'est à ce moment précis qu'il a décidé d'arrêter définitivement la route.
J'ai traversé le pays en voiture plusieurs fois, et il m'est arrivé 2 trucs franchement flippants. Le premier, c'était en pleine nuit, avec un pote. On s'arrête sur le bas-côté de l'autoroute pour pisser un coup et échanger les rôles au volant. La route est vide, personne à l'horizon. Je me mets sur le côté, dans le noir complet, je sors mon machin et je commence à uriner. Mon pote, lui, s'étire un peu à côté de la bagnole. Et là, j'entends un bruit dans les bois. Quelque chose fait bouger un arbre. J'ai pas d'autre façon de le dire, un arbre à une dizaine de mètres a littéralement bougé. Et la seconde d'après, on entend un truc énorme foncer à travers la forêt, droit sur nous et sur la voiture. On n'a même pas eu besoin de se parler. Mon pote a plongé côté conducteur, et moi j'ai sauté par la fenêtre passager, pantalon encore baissé. Il a mis le pied au plancher direct, moi j'étais à moitié dehors, les jambes et le froc en train de flotter dans le vent. On n'a jamais vu ce que c'était dans le rétro, mais il y avait quelque chose qui nous fonçait dessus. Mon pote aime bien dire qu'il savait que j'avais eu peur parce qu'il m'a entendu arrêter de pisser pile quand l'arbre a bougé. Le deuxième truc m'est arrivé seul, quelque part en Virginie occidentale, encore une fois en pleine nuit. Je prends une sortie, tu sais, ces longues bretelles de sortie qui tournent dans tous les sens. J'avais vu des lumières avant de sortir, donc je pensais que c'était une station, ou peut-être des travaux. Sauf que non. C'était pas des travaux. C'était blindé de militaires, ou peut-être la garde nationale. Et quand je dis blindé, c'est que l'endroit était éclairé comme en plein jour. Des projecteurs dans tous les sens. Les mecs étaient en tenue complète, avec masque à gaz et fusil d'assaut. Et ils couraient partout, en mode alerte totale. Un gars, à l'angle de la sortie, me fait de grands gestes pour que je reparte direct sur l'autoroute. J'ai pas posé de questions. J'ai écrasé l'accélérateur et je me suis tiré aussi vite que j'ai pu. Le plus bizarre? J'ai regardé les infos après, rien. Pas une ligne. Je ne saurais jamais ce qu'il se passait cette nuit-là. Mon grand-père m'a raconté un jour une histoire étrange qui lui était arrivée alors qu'il roulait d'ouest en est, sur une portion de route complètement déserte, dans le sud du Dakota du Sud. Il s'était arrêté à un stop, à une intersection où il n'y avait rien du tout, ni bâtiment, ni voiture, ni lumière. C'est là qu'un faisceau de lumière intense l'a frappé. Il a levé les yeux et a vu une série de lumières clignotantes. La chose suivante dont il se souvient, c'est qu'il était assis au comptoir d'un dîner, environ 1 heure plus loin sur la route. Il s'était écoulé 6 heures, et il n'avait aucune idée de ce qui s'était passé entre-temps. Il a demandé à la personne derrière le comptoir depuis combien de temps il était là. Le type lui a répondu qu'il était arrivé il y a une dizaine de minutes et qu'il s'était assis pour boire un café, sans dire un mot. Mon grand-père lui a raconté ce qu'il venait de vivre, et le gars lui a juste répondu quelque chose comme « Ouais, ça arrive parfois, dans le coin ». Plus jamais rien d'étrange ne lui est arrivé ensuite. Mais il a évité cette région pour le reste de sa vie. Il disait ne pas croire aux extraterrestres, qu'il ne savait pas ce qui s'était passé exactement, mais j'ai toujours eu le sentiment qu'au fond, il pensait avoir été enlevé. Il n'a juste jamais voulu se l'admettre. Il m'avait demandé de ne jamais raconter cette histoire à d'autres. Mais il est mort depuis des années, et la plupart des gens qui le connaissaient sont aussi partis. Alors je me dis que maintenant, c'est peut-être le bon moment pour la partager. J'ai un oncle qui était camionneur quand il était jeune, et il racontait toutes sortes d'histoires sur ce qu'il avait vécu sur les routes de l'arrière-pays brésilien. Il disait qu'il y avait une route, quelque part dans le nord, peut-être au nord-ouest du pays, que les routiers conseillaient toujours d'éviter. Un jour, il avait une livraison prévue et il était en retard. Alors il s'est dit, merde, j'y vais quand même, et il a pris cette fameuse route, parce qu'elle semblait être un bon raccourci. À un moment dans la nuit, alors qu'il roulait, son camion s'est complètement arrêté. Plus rien. Comme si la batterie était morte. Il est resté là, 5 minutes dans une obscurité totale, quand il a vu des lumières dans le ciel, qui passaient lentement au-dessus de son camion. Il a essayé de redémarrer. Rien.
Alors il est resté assis, terrifié, à regarder ces lumières passer au-dessus de lui. Elles ont fini par s'éloigner et, après 20 ou 30 minutes, son camion s'est remis à fonctionner comme si de rien n'était. Il a repris la route et a continué son chemin. Mon père était camionneur, et l'été, je l'accompagnais souvent sur la route. Un soir, on roulait de Houston vers Jacksonville, et d'une manière ou d'une autre, on s'est perdu sur les routes secondaires de Louisiane. Le dernier endroit dont je me souviens clairement, c'est Troy, vers 1 heure du matin. Il était presque 3 heures quand on est tombé sur une petite ville complètement inconnue. Elle était minuscule, à peine 4 pâtés de maisons du début à la fin. Il y avait un feu de signalisation cassé, un dîner, une usine abandonnée et quelques centres commerciaux vides. On avait faim, et comme on n'avait pas envie d'attendre d'arriver à une station pour manger, on s'est garé derrière le dîner. Avec le recul, je me dis qu'un dîner ouvert à 3 heures du matin dans une ville aussi vide, ça aurait dû nous mettre la puce à l'oreille. On est rentré, et le dîner était étonnamment sympa. Un style un peu rétro, comme dans les années 60. Il y avait une seule serveuse et un policier qui mangeaient seuls dans une banquette. Naturellement, on a commencé à discuter tous ensemble. Je me souviens parfaitement de ce repas, parce que c'était la première fois que je mangeais des grits. Ils étaient garnis de fromage et de bacon. Le policier nous a donné des indications pour retrouver l'autoroute et m'a même offert un lait chocolaté pour la route. Je me rappelle aussi des tables, en bois composite recouverts de papier à pois. On a fini par retrouver la civilisation, et plus tard ce matin-là, à un arrêt, mon père a demandé aux autres routiers s'ils connaissaient cette ville. Silence total. Il était pourtant sûr du nom, mais personne ne l'avait jamais entendu. Quelques mois plus tard, sur le chemin du retour vers le Texas, il a repris la même route en espérant retrouver la ville. On ne l'a jamais revu. On ne sait toujours pas ce qui s'est passé ce soir-là. Peut-être qu'on a traversé une ville fantôme oubliée de tous, ou peut-être quelque chose d'encore plus étrange. Mais moi, je me rappelle cette nuit comme si c'était hier. J'avais pris un autostoppeur dans ma petite Nissan Versa, et on roulait sur l'autoroute. Il y avait un gros véhicule devant moi, donc je ne voyais pas ce qui arrivait plus loin. Soudain, l'autre gars s'est mis à crier « Pneu !» Pneu, en pointant droit devant nous. J'ai freiné brutalement, juste à temps pour voir le SUV devant moi essayer d'éviter quelque chose, mais trop tard. La voiture devant lui avait déjà dévié, et un énorme pneu dévalait l'autoroute. Il a fracassé l'avant du véhicule devant moi et s'est envolé dans les airs avant d'atterrir juste devant ma voiture. La bande d'acier s'est rompue, et le pneu s'est arrêté. Si je n'avais pas pilé à ce moment-là, il serait probablement tombé sur ma voiture. Il est descendu à la prochaine station-service. Je ne me souviens plus de son nom, mais je pense qu'il m'a sauvé la vie ce jour-là. En roulant sur le col de Pacheco, en Californie, mon père avait une remorque vide et il y avait beaucoup de vent, au point que la remorque tanguait d'un côté à l'autre. Il a vu une fille marcher au bord de la route, alors il a changé de voie pour l'éviter, et à ce moment-là, il a entendu un énorme bruit. Il a cru qu'il venait de faucher quelqu'un avec le flanc de la remorque. Quand il a enfin pu s'arrêter pour vérifier, il a cherché partout, mais il n'y avait rien. Pas une trace. Pas même une bosse sur la remorque. Une autre fois, aussi sur le col de Pacheco, il a vu une femme marcher sur le bas-côté et s'est arrêté pour la faire monter. Elle était trempée. Il ne pleuvait pas, mais comme il y a un lac juste à côté de l'autoroute, il s'est dit qu'elle avait peut-être été nager en pleine nuit. Elle ne disait rien, complètement silencieuse. Au bout d'un moment, il s'est tourné vers elle, mais il n'y avait plus personne. Le siège passager était sec comme si elle n'y avait jamais été. Un soir, au dîner, je lui ai demandé de raconter cette histoire devant un de ses copains routiers. Mon père commence, et son pote l'interrompt aussitôt. « Attends, ça m'est arrivé aussi », et il décrit exactement la même scène. Apparemment, il y a longtemps, certains routiers tuaient des gens sur cette route et balançaient les corps dans le lac ou sur le bas-côté. Depuis,
Beaucoup jurent avoir vu ces femmes errantes sur le col de Pacheco. Sur LI-80, dans le Nebraska, juste à l'ouest de North Platte, il s'est mis à neiger fort. Il était environ 1 heure du matin. Il faisait glacial dehors, et la neige était sèche, le genre qui ne colle pas tout de suite au pare-brise ni à la route, qui tourbillonne dans les phares comme des éclats de verre. La neige volait droit vers moi, à toute allure, chaque flocon reflétant la lumière comme si je filais à travers l'espace à la vitesse de la lumière, et que les étoiles se précipitaient en sens inverse. C'est le genre de truc qui peut te filer le vertige, voire t'hypnotiser complètement. Et puis, les choses ont basculé. Le vent s'est levé d'un coup, un vrai hurlement, projetant la neige dans tous les sens. Et là, la foudre a commencé à frapper. Des éclairs gigantesques, en plein blizzard. Flash. Boum. Flash. Boum. L'intérieur de la cabine s'illuminait comme en plein jour. Pendant quelques minutes, j'ai eu l'impression d'être ailleurs. Pas sur Terre. C'était comme être coincé dans une autre dimension, ou carrément dans la matrice. Comme si je roulais au cœur d'une tornade. C'était la première fois de ma vie que je voyais un orage électrique en pleine tempête de neige. Et je m'en souviendrai toujours. Dans les années 90, John travaillait dans l'informatique, couvrant l'est de l'Iowa et l'ouest profond de l'Illinois. Il avait l'habitude de faire la route d'un client à l'autre, souvent tard le soir ou très tôt le matin. Il s'arrêtait parfois à mi-chemin dans une aire de repos, histoire de se dégourdir les jambes et de boire un de ces affreux cafés tièdes servis dans des gobelets en papier, sortis des vieilles machines. Un matin, vers 4h30, alors qu'il roulait en Iowa, il s'est arrêté dans une aire assez isolée au bord de la route. Il n'y avait personne à part 2 semi-remorques garées depuis un moment. Il est allé aux toilettes pour hommes, complètement désertes. Il a fait ce qu'il avait à faire et s'est dirigé vers le lavabo pour se laver les mains. C'est là qu'il a capté un mouvement du coin de l'œil. Au niveau de l'entrée, à une quinzaine de pas de lui, se tenait un homme très grand, très mince, entièrement vêtu de noir. Mais surtout, il avait les yeux noirs. Pas sombres. Noirs, comme vides. Et il riait doucement, un petit gloussement étrange. John jure qu'il faisait au moins 2,50 m. Il baisse les yeux un instant pour attraper un essuie-main et, quand il relève la tête, l'homme est juste devant lui. Si près qu'il entend sa respiration, un son humide et gargouillant. Il n'avait pas pu traverser toute la pièce en 1 seconde. C'était impossible. L'homme lui sourit. Mais ce n'était pas un sourire, pas un vrai. C'était une grimace, un rictus qui dévoilait des dents tranchantes, comme des lames de scie. Puis il se met à rire, comme s'il regardait un plat de poulet frit bien chaud. Pris de panique, John hurle « Jésus, aide-moi » et se précipite vers sa voiture. Il a eu l'impression que la chose était surprise, comme si elle ne s'attendait pas à ce qu'il puisse bouger, comme s'il aurait dû rester figé, paralysé comme un animal devant un serpent. Il court, saute dans sa voiture, heureusement pas verrouillée, claque les portes, enclenche les verrous et démarre en trombe. En regardant dans son rétroviseur, il voit la chose qui court après sa voiture. John a toujours dit que cette chose l'avait suivi chez lui. Peu après, il a eu un grave accident qui l'a laissé paralysé. Pendant un temps, je suis allé m'occuper de lui. J'ai amené mon fils de 4 ans avec moi. Comme tous les enfants, il bavardait dans son coin pendant que je discutais avec John. Un jour, je lui ai demandé à qui il parlait. Il m'a répondu, tout naturellement, il dit qu'il s'appelle Bitté. Il a de grandes dents et il vit avec Monsieur John. Je n'ai pas posé plus de questions. J'ai pris mon fils dans mes bras, quitté la maison, et je n'y suis jamais retourné. Je ne suis pas routier, mais je suis mécanicien embarqué sur un 747 cargo. En gros, je vis littéralement dans l'avion pendant 20 jours d'affilée, 24h/24. Contrairement aux pilotes qui se relaient, moi je reste tout du long. Je suis toujours en mouvement, toujours loin de chez moi, à dormir dans la carlingue,
un peu comme un routier, mais à 38 000 pieds d'altitude. Le truc le plus étrange que j'ai vu, ce sont sûrement les sprites lumineux. On finit par s'habituer au flash régulier des feux anti-collision qui éclairent faiblement la cabine la nuit. Mais parfois, tout l'intérieur de l'avion s'illumine d'un coup, comme si une bombe atomique venait d'exploser. Le réflexe, c'est de penser que c'était juste un strobe un peu plus fort que d'habitude. Mais 5 secondes plus tard, ton cerveau réalise que non, ce n'était pas normal, et là, une sensation bizarre s'installe. Un genre de quelque chose cloche. Et quand c'est un éclair rouge ou bleu, c'est encore plus déroutant. Ça n'a rien de naturel. Les rares fois où j'en ai vu un, ça m'a fait penser à un logo de boisson énergisante géant dans le ciel. Un flash blanc ultra vif, net, presque trop parfait pour être naturel. J'ai été frappé par la foudre une seule fois, mais des éclairs comme ceux-là, on en voit régulièrement. Il y a des phénomènes lumineux vraiment étranges, parfois magnifiques, qu'on ne peut observer qu'à ces altitudes. Personnellement, je n'ai pas toujours la chance de les voir, mais les vieux pilotes, eux, ont souvent des histoires incroyables à raconter à ce sujet. C'est quelque chose que j'ai remarqué à plusieurs reprises en conduisant près de la réserve Navarro, au Nouveau-Mexique. Les routes là-bas, ce sont des routes de désert, pleines de bosses, de creux, de nids de poules. Un vrai parcours du combattant, parfois. Une nuit, assez tard, je traversais un de ces tronçons particulièrement mauvais. Je faisais défiler les stations à la radio quand je suis tombé sur quelqu'un qui parlait dîner, la langue Navarro, si je ne me trompe pas. J'avais déjà entendu cette station lors de précédents trajets, je savais qu'il diffusait parfois des classiques country. Alors j'ai attendu la prochaine chanson. Mais ce n'était pas du George Jones ou autre. C'était des chants traditionnels, des enregistrements de danse tribale. Je ne connais rien à la langue, donc je ne peux pas dire ce qui était chanté, mais c'était beau. Vraiment beau. Différent de tout ce que j'écoute d'habitude. Alors j'ai continué à écouter. Et lentement, les secousses, les bosses, les irrégularités de la route ont disparu. Je n'avais pas changé de portion, je ne voyais pas de différence autour de moi. Mais la route, sans raison apparente, est devenue fluide. Puis j'ai senti une présence. Comme si quelqu'un, ou quelque chose, était assis ou accroupi juste à côté de moi dans la cabine du camion. J'ai repensé à ces histoires de skinwalker, et je n'ai pas osé tourner la tête. J'ai juste continué à rouler. Et là, j'ai senti des mains, posées doucement sur mes épaules, mes bras. Et au lieu de la panique, c'est une immense vague de gratitude qui m'a envahi. J'ai fondu en larmes. Ce n'était pas de la peur. C'était quelque chose de paisible. Comme si quelqu'un veillait sur moi. Pendant tout ce moment, mes phares, d'habitude presque inutiles dans cette obscurité profonde, éclairaient la route avec une clarté inhabituelle. Et c'était encore plus frappant, parce que ça mettait en évidence à quel point la route était en mauvais état. Pourtant, mon camion semblait glisser, flotter au-dessus de tout ça. Depuis, chaque fois que je repasse dans le coin, j'essaie de retrouver cette station. Quand j'y arrive, l'effet se répète. Et même quand le signal est brouillé, même quand je n'entends que quelques fragments des chants, je ressens cette présence, et le voyage devient plus doux. Je ne sais pas ce que c'est, ni pourquoi, mais je sais que ce n'est pas juste dans ma tête. Mon grand-père était dans l'armée de l'air, et une nuit, alors qu'il conduisait, je crois qu'il retournait à sa base, mais je ne me souviens plus exactement, il a vu une femme debout sur le bord de la route, vers 2 heures du matin. Elle portait une longue robe blanche. Intrigué, il a fait demi-tour pour voir si elle avait besoin d'aide, mais elle avait disparu. Il a cherché dans les environs pendant près d'1 heure, sans succès. Finalement, il a abandonné, en se disant qu'il valait mieux laisser tomber. Mais au moment de repartir, il a eu un drôle de pressentiment, une intuition très forte, il fallait absolument qu'il change de voie. Il était pourtant seul sur la route, en pleine nuit, rien ne justifiait ce réflexe. Il a quand même écouté cette sensation. Quelques centaines de mètres plus loin, il a découvert un camion en panne,
complètement à l'arrêt, sans feu de détresse, planté sur la voie qu'il occupait juste avant. S'il n'avait pas changé de voie, il l'aurait percuté de plein fouet. Vu la vitesse et les conditions, il aurait probablement été tué sur le coup. Encore aujourd'hui, il est convaincu que cette femme en blanc était une sorte d'avertissement. Un présage. Une apparition venue pour le protéger. À l'époque, j'ai eu plusieurs petits boulots qui m'ont amené à traverser les États-Unis en voiture. L'un consistait à transporter des chevaux d'un haras à un concours, ou l'inverse. L'autre, c'était bosser comme roadie pour un groupe de rock. J'étais très jeune, entre 16 et 20 ans. Pour situer un peu, je suis une femme, petite, plutôt athlétique. Autant dire que je détonnais dans la majorité des aires de repos et des stations-service sur les grands axes. Et avec mes tatouages et ma crête rouge, je ne passais pas inaperçu. Il m'est arrivé plusieurs trucs étranges pendant ces années. Mais avant de commencer, je dois dire un truc, la nation Navajo est vraiment flippante la nuit. Je ne prévoyais jamais de passer par là à cette heure-là, mais bizarrement, c'est toujours comme ça que ça se passait. Un autre endroit tout aussi dérangeant, le nord de l'Utah. Première histoire. Je roulais de Galveston, Texas, vers la Nouvelle-Orléans, en Louisiane. Galveston venait d'être frappé par un ouragan, et un tueur en série traînait dans le coin à ce moment-là, donc l'ambiance était déjà bien bizarre. Juste après avoir passé la frontière du Texas à la Louisiane, vers 3 heures du matin, une grosse fatigue m'a envahi. J'ai cherché une station-service pour m'arrêter, me reposer et faire le plein, mais elles étaient toutes fermées. J'ai fini par en trouver une, elle aussi fermée, et je me suis garé dans un coin éloigné du parking. J'ai coupé le moteur de ma Jeep décapotable et je me suis allongé pour dormir. L'endroit semblait calme. Il restait quelques lampadaires allumés, mais j'étais suffisamment loin pour qu'ils ne me gênent pas. Je me suis réveillé en sursaut, poussé par une intuition brutale. Je ne sais pas si je rêvais, mais quelque chose m'a forcé à ouvrir les yeux. Là, juste à quelques mètres, j'ai vu un homme couvert de boue, habillé de haillons, tenant un couteau, s'approcher lentement de ma voiture. Il était à peine à 5 mètres. J'ai senti une poussée d'adrénaline pure. J'ai allumé la voiture d'un coup. Il a poussé un grognement guttural et s'est jeté vers moi. J'ai reculé en trombe, il a essayé d'agripper la voiture. Dans les phares, j'ai vu qu'il était couvert de plaies, et que son couteau était rouillé. J'ai filé à toute vitesse sans me retourner, et j'ai roulé sans m'arrêter jusqu'à la Nouvelle-Orléans. Je n'ai jamais refermé l'œil cette nuit-là. Et je n'ai plus jamais dormi dans ma voiture après ça. Le pire, c'est de me dire qu'il m'observait peut-être depuis un moment. Ma voiture était une décapotable, il aurait pu facilement découper la toile. Cette vision de me réveiller avec un type armé s'approchant de moi, c'est encore dans mes cauchemars aujourd'hui. Deuxième histoire. Je transportais 3 chevaux de Kansas à Tucson, en Arizona. Je conduisais un gros pick-up Ford, un Dually, avec une petite remorque. Vers 2 heures du matin, près de Gallup, un des pneus arrière intérieurs côté passager éclate. Je me gare sur le bas-côté et je comprends vite que je ne pourrai pas changer le pneu toute seule vu la configuration du véhicule et de la remorque. Et en plus, je suis épuisé. C'était le matin de Pâques. Personne n'était ouvert. Je cherche dans les pages jaunes et appelle compagnie après compagnie, c'était avant les smartphones. Finalement, je tombe sur une entreprise de remorquage tenue par un couple autochtone. Ils ont aussi un ranch où ils peuvent accueillir les chevaux, et un camion pour venir chercher la remorque. Une vraie bénédiction. Mais juste avant de raccrocher, le couple insiste avec une intensité étrange. Ils me disent de ne surtout pas sortir du camion pendant les 2 heures qu'ils mettront pour venir. De garder les portes verrouillées. D'attendre, quoi qu'il arrive. Le ton qu'ils ont employé m'a mise sur mes gardes. Je me suis enfermé et j'ai attendu. Très vite, j'ai commencé à entendre un grattement bizarre à l'arrière du camion. Comme si quelqu'un essayait d'ouvrir la petite vitre arrière. Parfois, le camion bougeait un peu, je pensais que c'était les chevaux. J'ai entendu des pas, mais je me suis convaincu que c'était le vent. Il n'y avait pas de vent. Quand le couple est enfin arrivé,
la femme m'a fait passer directement de ma cabine à celle de leur camion. Elle m'a dit de ne pas bouger ni ouvrir la porte pour aucune raison. Ils ont agi super vite, elle s'est occupée des chevaux, lui a mis mon pick-up sur le plateau. Ils m'ont ensuite emmené à leur ranch, et le lendemain, le cousin du monsieur, qui tient un garage, a réparé mon pneu. Lundi, alors que je me préparais à repartir, j'entends aux infos qu'une femme a été tuée sur la même portion de route, la nuit de Pâques. Elle avait crevé, était sortie pour changer son pneu, et on l'avait retrouvée morte. J'ai demandé au couple s'ils avaient entendu parler de ça. Ils n'ont pas dit grand-chose, sauf une chose, ne jamais sortir de son véhicule sur cette route la nuit. C'est la mort assurée, m'ont-ils dit. Avant de partir, ils m'ont donné des petits sachets de pot pourri à garder dans le camion, ou à brûler, pour la protection. J'étais terrifié. Mais je me suis sentie incroyablement chanceuse d'être tombée sur eux. Ils ont pris soin de moi, des chevaux, sans rien attendre en retour. Je n'avais que 18 ans à l'époque, et je ne savais rien sur la sécurité des routes dans ces régions. Mais après cette nuit-là, j'ai vite compris. Ce n'est peut-être pas une histoire incroyable, mais sur le moment, elle a vraiment foutu la trouille à mon pote et moi. Il y a un lac près de chez moi où j'ai l'habitude de traîner. Il y a quelques années, ils y ont repêché un corps. Depuis, on peut voir des croix plantées près de la route et du rivage, avec son nom inscrit dessus. En fouillant un peu sur Internet, j'ai vu que sa mort avait été classée comme un suicide, mais les circonstances autour sont floues, très floues. Beaucoup de questions restent sans réponse. Un soir, vers minuit, un ami et moi avons décidé d'y aller en voiture. On s'est garé juste à côté des croix. Rien de bizarre au début, juste le silence et cette ambiance un peu pesante. Mais quand on a voulu repartir, ma voiture a complètement pété les plombs. Les portes se sont mises à se verrouiller et se déverrouiller toutes seules, en boucle. Les phares clignotaient, s'allumaient et s'éteignaient sans que j'y touche. Pris de panique, je regarde mon pote et je lui demande « Spencer, c'est toi qui fais ça ?» Il me regarde, les yeux écarquillés, et me répond « Je pensais que c'était toi. » Tout ça s'est produit avant même que je tourne la clé dans le contact. Puis, au bout d'une minute interminable, j'ai réussi à démarrer la voiture, et on est parti en trombe. On n'en a jamais reparlé. J'ai grandi dans une ferme. On cultivait des pois, et on faisait tourner les moissonneuses-batteuses 24 heures sur 24. Moi, je conduisais un camion Ben triessieux, faisant des allers-retours entre les champs et l'usine de mise en conserve. J'ai toujours préféré le service de nuit, il faisait bien plus frais, il y avait moins de circulation, bref, beaucoup plus agréable. Une nuit, des orages ont commencé à passer dans le coin. Il devait être 2 heures du matin, je roulais sur une petite route de campagne. Et tout à coup, une chaise de jardin traverse la route, juste à la limite de portée de mes phares. Une autre suit derrière. Puis, carrément, une grande table de jardin passe en roulant-boulant devant moi. J'ai pilé net. Là, j'ai compris que ça devenait sérieux. Le camion a commencé à bouger dans tous les sens, et je vais être honnête, j'ai crié comme un gosse. Je suis persuadé que si je n'avais pas eu plus de 20 tonnes de poids à l'arrière pour me lester, le camion se serait retourné. Le lendemain matin, confirmation, une tornade était bien passée par là. J'aurais tellement aimé avoir une dashcam ce soir-là. Bon, c'était pas du paranormal, ok, mais sur le coup, j'ai eu la peur de ma vie. Je faisais un transfert longue distance à travers le Texas, il devait être 3 heures du matin. J'avais déjà conduit plusieurs heures après avoir déposé un patient, quand j'ai cru voir un corps sur le bord de la route. J'ai pensé que je commençais peut-être à halluciner à force de fatigue, mais je ne pouvais pas laisser ça comme ça. J'ai fait demi-tour pour vérifier. En revenant, j'ai trouvé un corps vraiment amoché, démembré, étendu sur le bas-côté. Pendant que je m'assurais qu'il n'y avait plus aucun signe de vie, j'ai entendu un cri venir des bois. C'était un cri étrange, glaçant, un peu comme les sons qu'on entend dans les jeux vidéo,
genre les sorcières dans Left 4 Dead. Un hurlement de douleur, mais aussi de terreur pure. On a braqué nos lampes dans la direction du bruit, et là, on l'a vu. Une femme, recroquevillée en position fétale, couverte de sang, en train de pleurer, juste à l'orée de la forêt. Plus tard, on a appris ce qui s'était passé. Ils marchaient tous les deux, main dans la main, quand un conducteur ivre les a percutés. Il a touché l'homme de plein fouet, mais a miraculeusement manqué la femme. C'était une des scènes les plus glauques que j'ai jamais vues. Le corps. Le sang. Les cris dans la nuit. Et cette femme, vivante, mais complètement brisée. Absolument terrifiant. Mon grand-père était chauffeur indépendant pour Valerie Trucking. Il a roulé pendant de longues années, presque toute sa vie, et il conduisait encore jusqu'à environ 1 an avant son décès. Le jour de la veillée funèbre, on était devant le salon funéraire, prêt à entrer. Mon père, ma tante, ma grand-mère et moi étions sur les marches, en train de discuter. Ma tante, qui s'appelle justement Valérie, remarque un camion de la compagnie Valerie passer sur la route. Elle le fait remarquer à voix haute. Le camion s'arrête au stop, tourne à droite, entre dans le petit parking du salon funéraire, fait un 3/4 de tour en manéuvrant dans ce minuscule espace, puis repart. Je ne l'aurais jamais cru si je ne l'avais pas vu de mes propres yeux, debout là, sur ces marches. Mon père m'a emmené en voiture à 4 heures du matin vers une ville en Slovaquie. On traversait une zone boisée, sur des routes en mauvais état, avec une limitation à 80 km/h. Ça faisait bien 1 heure qu'on n'avait croisé personne, aucune voiture, rien. Et tout à coup, on a été aveuglé par une lumière d'une intensité incroyable. Au début, on a cru qu'un abruti avait oublié d'éteindre ses pleins phares, alors mon père a klaxonné plusieurs fois. Mais plus on avançait, plus on réalisait que cette lumière n'avait rien à voir avec des phares de voiture. C'était beaucoup trop intense. Mon père a ralenti, jusqu'à 30 km/h. Quand on est arrivé à environ 30 mètres, on a enfin pu voir ce que c'était. Un truc énorme, d'au moins 3 mètres de haut. Ça avait une forme humaine, mais personne ne mesure 3 mètres. La chose était couverte d'une sorte de tissu blanc, comme une couverture, et la lumière venait de sa tête. Une lumière vive, presque surnaturelle. Elle se tenait de l'autre côté de la route, immobile, mais on aurait dit qu'elle essayait de venir vers nous. On était tétanisés. Mon père a accéléré d'un coup, et on l'a frôlé en passant. On a failli la percuter. On ne sait toujours pas ce que c'était. Mon père, très croyant, est convaincu que c'était un ange. Moi, je n'en sais rien. Impossible d'expliquer ce qu'on a vu cette nuit-là. Ce n'était pas humain, en tout cas. Mon père est chauffeur longue distance, et il m'a raconté cette histoire il y a des années. Il était à Détroit, en pleine nuit, à chercher une usine où il devait livrer, mais il s'était un peu paumé. C'était avant les GPS et les portables, donc pas facile de se remettre sur la bonne route. En cherchant son chemin, il s'est retrouvé dans un quartier vraiment craignos. Juste en entrant dans la zone, il se fait arrêter par une voiture de flic. L'agent s'approche de lui et lui dit, en gros, vous devez être perdu. Même nous, on ne va pas là-bas la nuit. Mon père, fidèle à lui-même, têtu comme pas deux, répond qu'il a un horaire à tenir, qu'il a déjà perdu assez de temps, et qu'il doit absolument passer par là pour atteindre sa destination. Le flic soupire, puis lui donne des instructions très claires, ne surtout pas s'arrêter. Il lui dit de griller les stops, de passer les feux rouges, et que si quelqu'un tente de lui faire signe ou de lui barrer la route, il doit l'écraser. Mot pour mot, écrase-les et on s'en occupera demain matin. Il a traversé sans problème finalement, mais je n'imagine même pas dans quel état il devait être. Quand un flic te dit que commettre un délit de fuite est plus sûr que de t'arrêter, c'est que t'es vraiment dans la mauvaise partie de la ville. Un soir, je rentrais chez moi tard.
Je roulais sur une grande avenue bordée de commerces, avec de vastes parkings de chaque côté. Il faisait nuit, mais comme la rue était bien dégagée, j'avais une vue assez large sur tout ce qui m'entourait. À cette heure-là, il n'y avait presque personne, juste quelques voitures garées ici et là, sûrement celles d'agents d'entretien ou d'employés travaillant de nuit. Et puis, sans prévenir, une balle de baseball surgit de nulle part et vient s'écraser contre mon pare-brise. Vraiment de nulle part. Comme je l'ai dit, j'avais une bonne visibilité sur les alentours. Aucun signe de mouvement, pas une seule personne en vue, juste quelques véhicules immobiles, bien espacés. Pris de panique, j'ai immédiatement ralenti et me suis rangé sur le côté. J'ai attendu un peu, en scrutant les environs, mais toujours rien. Aucun bruit, aucun signe de vie, aucune explication. J'ai fini par redémarrer, un peu secoué, en continuant à chercher du regard quelque chose, n'importe quoi. Mais non. Et encore aujourd'hui, je n'ai aucune idée d'où cette balle a pu venir. À l'époque où je faisais de longs trajets, je traversais l'Oklahoma, je ne me souviens plus exactement où, mais il était tard dans la nuit et j'étais déjà bien fatigué. Je roulais tranquillement quand j'ai vu ce que j'ai cru être une sorte de faucheuse. J'ai jeté un coup d'œil dans mes rétros, mais il n'y avait rien. C'est là que je me suis dit que peu importe les heures qu'il me restait sur mon journal de bord, j'allais m'arrêter dès que je trouverais un endroit pour le faire. Plus tard cette nuit-là, une fois garé, j'ai allumé la CB et entendu quelqu'un parler d'un grave accident, juste quelques kilomètres plus loin que l'endroit où je m'étais arrêté. J'ai demandé quand ça s'était produit, et il s'est avéré que si j'avais continué ma route, j'aurais probablement été pris dedans. En 2003, quand j'étais en terminale, ou peut-être l'été juste après le bac, une amie et moi rentrions d'on ne sait plus trop où, en roulant sur Murfreesboro Road, entre Smyrna et Murfreesboro, dans le Tennessee. Cette nuit-là, il faisait noir et une brume épaisse recouvrait la route. On n'y voyait presque rien. D'un coup, j'ai ressenti une impulsion très forte, comme un instinct, qui me poussait à dire à mon amie de changer de voie. Au moment où j'ouvrais la bouche pour lui dire, elle commençait déjà à déboîter, en me disant qu'elle ne savait pas pourquoi, mais qu'elle avait eu la même sensation. Quelques secondes plus tard, juste au moment où on allait en rire et passer à autre chose, une énorme voiture ancienne, un vrai bateau, est arrivée à toute allure dans la voie qu'on venait de quitter. Elle roulait sans aucun phare, ni à l'avant ni à l'arrière, à au moins 160 km/h, peut-être plus. Elle a filé si vite qu'on ne l'a presque pas vue arriver et qu'elle avait déjà disparu au loin quelques secondes après. On s'est arrêté sur le bas-côté, complètement secoué, et on a remercié notre bonne étoile. Le reste du trajet s'est fait plein phare, bien accroché au volant. Je ne suis pas routier, mais mon père l'était. Quand j'étais petit, il m'emmenait parfois avec lui sur la route. Lors d'un de ces trajets, on traversait le Nebraska, je crois que c'était sur l'I-80, et il y avait une tempête de neige. À un moment, on est arrivé sur un tronçon de l'autoroute bloqué par un policier. Il nous a dit que la route était fermée et qu'on devait s'arrêter pour la nuit. On a fini par se garer près d'un vieux motel 8, fermé depuis un moment, et on a dormi dans la cabine du camion. Le lendemain matin, il y avait 3 séries d'empreintes de pas dans la neige autour du camion. Elles venaient des bois, faisaient plusieurs fois le tour du camion, s'arrêtaient aux fenêtres, puis repartaient en direction des arbres. Je ne sais pas ce qui s'est passé cette nuit-là, mais je me souviens que mon père était étrange au réveil. Il n'a plus jamais voulu m'emmener sur la route après ça. Je me souviens d'être allé chez le coiffeur avec mon grand-père, il y a très longtemps, et un routier avait raconté une histoire sur un trajet de nuit en Floride. Il disait qu'il n'avait vu aucun endroit où s'arrêter pendant un long moment, et qu'il avait finalement dû se ranger sur le bas-côté pour aller pisser. Un policier d'État s'est arrêté et lui a dit que c'était dangereux de s'arrêter dans ce coin-là. Puis il a allumé son projecteur et l'a dirigé vers l'obscurité. Le routier racontait que des dizaines d'yeux se sont mis à briller dans la lumière. Des alligators. Il a immédiatement sauté dans son camion et a redémarré sans demander son reste.
Il n'a plus jamais refait d'arrêt sauvage dans cette région après ça. Il y a de très nombreuses années, mon pote et moi avions passé la nuit à récupérer des voitures saisies. Il devait être 3 heures du matin. On roulait dans l'une des voitures qu'on venait de récupérer, en route pour en chercher une autre. On s'est arrêté à un feu rouge, en direction du sud sur New Hampshire Avenue, à l'intersection de la route 70 à Tom River, dans le New Jersey. On était sur la voie de virage à gauche, et là, une Honda CR-V, modèle 97 ou 98, s'est arrêtée à côté de nous. Je jette un coup d'œil, et la personne dans cette voiture n'avait pas de visage. C'était en 2003, bien avant les masques bizarres qu'on peut acheter aujourd'hui. Je le montre à mon pote, putain mec, cette personne n'a pas de visage. Il regarde, confirme, et au même moment, le clignotant gauche s'allume. La voiture tourne vers l'est sur la route 70 et disparaît. Des années plus tard, je lui ai reparlé de cette nuit. Il est devenu livide. Il croyait qu'il avait rêvé cette histoire, c'est pour ça qu'il n'en avait jamais parlé. La nuit, sur la route, on voit toutes sortes de choses étranges. J'ai toujours été un oiseau de nuit, donc je peux pas mettre ça sur le compte de la fatigue. Mais je suis sûr d'une chose, rien de tout ça n'était vraiment ce que ça semblait être. Un immense chien noir, au pelage long et ébouriffé, courant sur le bas-côté, puis traversant la route. Un homme, aux yeux jaunes, portant un long manteau noir, planté au milieu de la chaussée, et qui souriait. Des lumières dans le ciel, plusieurs, qui bougeaient et changeaient de direction à des vitesses qui me donnent encore le vertige rien que d'y repenser. Des cerfs fantômes. Peut-être réels. Probablement. Mais sur le moment, rien ne semblait naturel. Des gens blessés marchant au bord de la route. J'en ai vu quelques-uns. Un seul était réel. Et je suis content de m'être toujours arrêté pour vérifier. Des lumières dans les arbres, comme des fées. Et mon préféré, une créature noire gigantesque, au corps voûté, aux membres longs à en devenir absurde, qui a tenté de frapper les véhicules passant trop près. J'ai lu pas mal de choses sur ce genre de phénomène. Je connais les explications. Et pourtant, quand ça vous arrive sous les yeux, au beau milieu de nulle part, ces choses-là ont l'air vraies. Terriblement vraies. Tellement que, parfois, la meilleure idée semblait être de s'arrêter plutôt que de continuer. Je ne crois pas aux fantômes. Ni aux monstres. Mais certaines nuits, j'ai vraiment douté. Merci d'être resté jusqu'à la fin. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner et de partager vos propres histoires en commentaire. On se retrouve demain à la même heure devant ce feu.